Tu veux un fromage au bœuf? C'est des emballages? Ok. Le recyclage. Tu veux garder le sac? Oui. C'était bien les conserves? Et oui, mais c'est trop tôt pour nous. Parce que 19h, encore 17,50, 18, 19, 20. Merci Thomas. À la prochaine. Ça n'aura échappé à personne, les circuits courts alimentaires connaissent depuis une dizaine d'années un essor important. Marché fermier, panier paysan, vente à la ferme, un producteur sur 10 vend ses produits localement sur le plateau de Millevaches. C'est le même stade, hein, c'est des demi-secs. Ouais. Lorsqu'on parle de circuit court, la définition la plus communément admise renvoie au circuit de distribution ne comptant pas plus d'un intermédiaire. De la vente directe, sur les marchés ou à la ferme, à la vente indirecte via un détaillant, un restaurateur ou un commerçant. Producteurs, cuisiniers dans la restauration collective, élus, médecins, parents d'élèves. Ils ont tous au moins une bonne raison de fonctionner en circuit court. Allez. Allez. Ça les perturbe, hein. Allez hop, allez. Chut. Allez toi. Allez hop. Allez. Chut. Allez, venez. Allez les filles. Allez, venez là. Allez hop, venez là. Pascal et Sabine Duris sont agriculteurs sur Saint-Thierry-la-Montagne. Ils élèvent sur 78 hectares, 35 vaches limousines et 35 chèvres, le tout en agriculture biologique. Allez. Ah ouais, ça c'est cool. Allez les filles. Allez hop. Allez va ma grande. Allez va. Allez là-bas. Hop. Au fond. Sabine était très sensible à l'agriculture biologique, le respect de l'environnement, tout ça. Donc pour elle, c'était évident qu'on allait pratiquer une agriculture biologique. Donc peu importe l'espèce, mais déjà ce mode de production. Vendre en circuit court, faire pratiquer la vente directe, c'était pas forcément quelque chose auquel on avait beaucoup pensé. Mais il se trouve qu'ici, il n'y a pas de collecte de lait de chèvre. Donc de toute façon, si vous voulez vivre avec des chèvres, il fallait transformer son lait en fromage et après le vendre. Donc c'est ce qu'on a fait, donc sans aucune connaissance en fabrication de fromage, en chèvre non plus d'ailleurs, mais on a quand même suivi beaucoup de formations, aussi bien dans l'élevage qu'en transformation fromagère. Je dirais que c'est bien parce que au niveau de notre organisation, Sabine qui aime bien le contact, en faisant les marchés, puisque c'est elle qui les fait, les livraisons, ça lui apporte aussi beaucoup, quoi. Et puis l'avantage, c'est qu'il y a une reconnaissance directe du métier d'éleveur et du produit qu'on peut faire sur notre ferme direct avec le consommateur. Circuit court, c'est une assurance. C'est une assurance d'écouler sa production. Il n'y a pas photo. Après, il faut faire un produit de qualité. Toujours avoir à l'idée d'avoir un produit qui a du goût. Et puis une régularité dans son produit. Même si on est dans des produits fermiers, il faut quand même essayer d'avoir un fromage qui soit régulier dans l'année, dans le goût. Alors, il y a toujours des variations parce qu'elle ne mange pas toujours la même herbe et tout ça. Mais malgré tout, il faut quand même être régulier. Il faut que le client retrouve
son produit. L'essentiel de leur production est écoulé sur les marchés du secteur. Felletin le vendredi matin, Péral-Château le samedi, 1 ou 2 restaurants du coin, plus 2 ou 3 magasins bio et une fois par semaine, l'école de Saint-Thirier pour de petites quantités. Et tout ça à la course. Donc il y a les chèvres, il y a les vaches, on fait les céréales, on fait les fourrages. C'est beaucoup de temps sur la ferme et les livraisons, c'est encore du temps. Donc c'est vrai que c'est très prenant quoi, ce système-là. Je pense qu'il y a une demande. Hein. Je pense ici, on peut tout à fait être producteur et vendre ses produits en direct sans problème. Enfin, nous, c'est pas un frein. On n'a jamais eu de souci de commercialisation, je veux dire. On n'est jamais resté avec des fromages sur les bras. Mais au bout de 3 ans d'installation, on a une situation comptable de l'entreprise qui est... Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, je dis pas, c'est pas un métier où on devient riche. Hein. Il y a toujours des investissements en capitaux et tout ça, donc on est quand même en construction encore. Hein. L'exploitation, elle a 4 ans, 5 ans, donc il y a encore des investissements à faire et tout. Donc, enfin, je veux dire, on n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet. La crise d'aujourd'hui, on la comprend, parce qu'on est dans ce milieu depuis longtemps, mais nous, on ne sent pas... Enfin, on est inquiet pour l'agriculture, mais pas pour notre projet, nous. Et voilà, en ce moment, on est un petit peu en réflexion entre les 2 troupeaux, vaches et chèvres, mais comment dire, on sait que si on veut pousser un peu le curseur sur les chèvres, ça sera que bon, quoi. Moi, je pense que oui, il manque un maillon, il manque un... je sais pas, il faudrait qu'il y ait un intermédiaire qui puisse livrer, qui puisse récupérer, on pourrait préparer, on peut imaginer, on pourrait préparer une livraison et puis il passe les chercher, ou qu'il y ait un point de livraison, on dépose les produits, que ça soit centré et que voilà, qu'après ça soit... Parce qu'après, on peut pas se promener dans toute la région, on a du boulot, quoi. C'est la question à creuser pour que ces installations dans des systèmes comme ça perdurent et puis que ça donne envie à d'autres de le faire. Parce que on voit bien que on est quelques-uns quand même, on se côtoie et on voit bien que c'est le premier souci. Alors au départ, il y a beaucoup d'engagement. Donc on fait 3-4 ans, c'est notre bébé, tout ça, donc on y passe beaucoup de temps et tout ça. Mais au bout d'un moment, on a besoin de temps, on a besoin de temps libre, on a besoin de souffler, on a des enfants, on veut faire d'autres activités. Et quand on se lance dans des circuits comme ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc je pense que c'est quand même... ouais, c'est important aujourd'hui de réfléchir en partant d'un système comme ça, qu'il y ait suffisamment de personnel, salariés ou non, ou associés, mais pour que les choses soient vivables. Donc il y a la viabilité, moi je pense qu'il n'y a pas de souci, mais après il faut que ça soit vivable. Et pour être vivable, il faut pouvoir vivre au même rythme que le reste de la société. Donc aujourd'hui on est dans une société avec des loisirs, des choses comme ça, donc il est impossible de concevoir l'agriculture demain avec des agriculteurs qui travaillent le double des autres. Il y a une frustration, donc bon... On peut aimer son métier, on peut s'investir dedans, mais à un moment donné, on a besoin d'autre chose. Et pour bien le faire, son métier, il faut qu'on ait des moments où on se relaxe, on fasse autre chose, on se libère un peu la tête, et puis hop, quand on rattaque, on est en forme, quoi. Hop, ça, je mets tout ça dans la glacière pour partir. Dans la restauration collective, de nombreuses initiatives se développent également pour l'approvisionnement en filière courte. Là encore, il s'agit d'améliorer le bilan environnemental des repas, mais également de favoriser le maintien ou le développement d'emplois sur le territoire. Ah ben voilà Pascal, je suppose, voilà. À Perlevade, depuis 2 ans,
la maison de retraite essaye de travailler le plus possible en s'approvisionnant localement. Ce matin, c'est Pascal Dambon, le boucher du village, qui vient livrer directement la viande à Gilles, le cuisinier. Rôti de veau, en l'occurrence. Rôti de veau aujourd'hui, 8 kilos. Nous, on a des menus établis, donc on fait nos commandes. Pascal, on l'a fait pour 2 mois, puisqu'on est sur un cycle de menus de 8 semaines environ. Voilà, on a menu été, menu hiver, etc. Donc on sait où on va, parce que ça l'arrange aussi. Comme ça, il peut acheter sa marchandise en prévision. Après, les légumes, tout ça, c'est commandé 2 fois par semaine. Le fromage, 1 fois par semaine. Et on n'a que des produits vraiment très frais. Le 28, sauté de porc, un petit sauté de porc, j'ai. Et puis après, ça repart un petit peu plus loin. Voilà, pour la semaine. Ça marche? On fait comme ça? On est bien d'accord qu'il y a un prix de journée pour les résidents et nous, on a des budgets à tenir. Voilà, après, il faut que tout rentre. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Mais bon, on se débrouille, on essaie de faire au mieux. Tu vois que c'est vraiment directement du boucher à la casserole. C'est ça l'avantage. Cuit. Hop. Oui, c'est gratifiant. Franchement, oui. Très gratifiant. C'est toujours facile d'ouvrir les boîtes. Mais oui, c'est gratifiant pour nous aussi. Oui. On fait notre boulot de cuisinier, quoi, pour lequel on a appris, et etc. Hein. C'est gratifiant, oui. Oui, tout à fait. Là, il faut vraiment que je me dépêche. Que l'heure tourne. L'école de Faux-la-Montagne a été une des toutes premières sur le secteur à introduire dans ses menus des produits locaux. Un changement qui s'est fait progressivement, avec d'abord la viande, puis le fromage de chèvre. Aujourd'hui, de 2 producteurs, Corinne, la cuisinière de l'école, peut compter sur 9 producteurs. Des poulets de Saint-Stier ou que je fais manger des tomates, de la noix, ça a changé beaucoup de choses. Hein. Déjà la viande se détache beaucoup moins. Les produits fermiers c'est toujours mieux. Les tomates de la noix, j'ai même pas besoin de faire de vinaigrette en fait. Hein. Je les coupe, je mets un petit peu de sel, un petit peu de basilic et voilà. Et les enfants adorent ça, ainsi que les adultes. Voilà, là je suis en train de couper du fromage de chez Mélanie, qui est sur la commune de Jansiou. C'est de la tome de vache, que je fais avec de la salade. Et les enfants, en principe, mangent tout. Alors j'établis mes menus au mois. Donc je prends contact avec les producteurs pour savoir ce qu'ils ont, hein, suivant les saisons. L'hiver c'est un petit peu plus compliqué. La livraison, je vais chercher les fruits au marché le lundi matin. Sinon, les producteurs me livrent directement ici, donc ils arrivent. La chaîne du froid n'est pas du tout interrompue. J'ai pas de souci au niveau de la traçabilité, puisque j'ai tout, j'ai des étiquettes. Non, vraiment, pour moi, c'est que du bonheur, hein, voilà. Ça demande un petit peu plus de travail, mais bon, dans l'ensemble, ça va, ça se passe bien. Hein. Les autres producteurs, la salade de mâche, quand j'ai des radis, tout ça, en règle générale, ils arrivent, ils sont quasiment propres. Je les relave, mais franchement, dans les producteurs, jouent super bien leur rôle. J'ai pas de soucis. Le test, c'était de faire 2 repas local et ou bio, 2 repas par mois. Là, tous les jours, j'ai un ingrédient. Ça peut être le fromage, ça peut être les pommes de terre. Ça peut être... Ce qui aurait été bien, c'est qu'on se regroupe sur une journée pour les livraisons. Voilà, ça a été possible entre les producteurs. On n'a pas trop de maraîchers, on n'est pas dans une terre de maraîchers. Ou alors c'est vraiment anecdotique. C'est vendu l'été surtout sur les petits marchés. Nous, ces personnes-là ne pourraient pas fournir les quantités, même si,
ce serait peut-être possible pour les pommes de terre, par exemple, pour la soupe, certaines choses. Mais faut voir de toute manière. Hein. Il y a bien un moment où il faudra bien peut-être s'arrêter autour d'une table et bien discuter de tout ça. À Jiu, depuis 2 ans, la municipalité, sous l'impulsion de son maire, réfléchit à la mise en place de produits locaux pour sa cantine. Ça remonte à l'année dernière, suite à une journée d'échange organisée par le PNR sur la commande publique responsable. Et lors de cette journée qui s'est déroulée à Buja, il y a eu la présentation d'un film sur les pratiques de la cantinière de Faux-la-Montagne et l'introduction de produits locaux dans les menus. Et bon, j'étais déjà sensibilisée à tout ça, même à titre personnel, puisque je suis assez vigilante avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, voilà. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer dans la restauration collective, puisque on a une école avec une trentaine d'enfants et donc une cantinière qui fait les repas. Bonjour Mireille, bonjour Christine. Ça va? Ça va, très bien. Bon, tu tombes bien, du coup, on va monter Ah à la cantine voir Sarah qui est en train de problème. travailler sur les menus avec Mélanie. Bien, bien. Bon, À tout à l'heure. Hein. à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Mais j'ai pas tellement eu besoin d'argumenter. Je pense que ce soit au niveau de la commune ou de la population en général, je pense qu'il y a une prise de conscience et que du coup, oui, que ce soit au niveau de la santé, pour l'environnement, c'est quelque chose vers lequel il faut aller. Ça sent bon. Ça sent super bon. Bonjour. Parce que la valorisation des produits locaux est aussi un levier de développement local, les collectivités se mobilisent pour mettre en relation l'offre et la demande. C'est dans ce contexte que Mélanie Lenuse, de la communauté de communes Creuse-Grand Sud, intervient en collaboration avec le PNR de Millevaches en Limousin. Mais donc, du coup, l'idée, c'est peut-être que Sarah, quand elle profite d'aller à Felletin chercher son pain, elle puisse récupérer les fruits autant des soirs. Ce matin, avec Sarah, la cantinière, il est question de finaliser la démarche, avec dans un premier temps l'introduction dans les menus de légumes venus du village voisin de la Noaille. C'est vrai que de fonctionner, de préparer les menus à l'avance et après de choisir les producteurs, c'est plus le même fonctionnement. Ça va casser un peu ma petite routine. Depuis 20 ans, Sarah prépare à manger pour la cantine. Généralement, elle s'approvisionne 2 fois par semaine au supermarché de Felletin. Alors, introduire des produits locaux dans ses menus perturbe un peu ses habitudes. Oui, c'est plus une question de logistique, comme on dit, que de... Après, les produits, il n'y a pas de raison. Hein. Ils seront certainement meilleurs que ce qu'on nous propose en supermarché, je pense. Hein, mais c'est plus une question d'organisation et de revoir sa façon de travailler. Il faut aussi savoir ce qu'on veut. C'est sûr que avoir des produits de qualité avec des quantités qui ne sont pas celles que les grandes surfaces peuvent avoir auprès des producteurs, forcément que ça a un coût. Mais après, je pense que ça vaut le coup. Peu d'élus s'engagent là-dessus. Comment vous l'expliquez ça? Il y a tellement de choses dont il faut s'occuper au niveau d'une commune et encore plus d'une petite commune que peut-être que voilà, c'est peut-être pas la priorité. Et puis peut-être que le fait d'être une femme, une maman, peut-être que ça joue aussi.
Que ton aliment soit ton premier médicament, disait Hippocrate. Ce principe, Lénaïque Mazet l'a mise en pratique. Elle est à la fois agricultrice et médecin. Installée sur la commune de Rampnat, en Haute-Vienne, elle cultive en bio avec son compagnon des légumes depuis cette année, tout en assurant à mi-temps des remplacements pour les médecins du secteur. C'est précisément en 4e année de médecine que Lénaïque a souhaité concilier maraîchage et médecine. C'est depuis ce moment-là que j'avais que je commençais à me dire que j'avais envie de faire du maraîchage, ouais. Je sais pas, j'avais l'impression de pas être, d'être un peu à côté de la plaque en hospitalier, à prescrire des médicaments et à pas commencer les choses par la base, quoi. Il me semblait que la base c'était déjà de commencer par manger sainement et puis ensuite on voit le reste. Mais ouais, je crois que c'est vraiment depuis ce moment-là. On a un site internet et on met en ligne les légumes qu'on a et du coup il y a certaines personnes qui commandent par ce biais-là, qui nous passent commande de temps en temps et puis nous on livre. Après il y a d'autres personnes qui nous ont demandé de leur faire des paniers fixes et en fonction du nombre qu'ils sont et de ce qu'on a. Donc on fonctionne aussi comme ça. On vend un peu aussi avec le restaurant de Rampnat qui s'adapte un peu aux produits qu'on a. Donc ça c'est assez chouette de travailler avec eux. Et puis ponctuellement sur des magasins, mais pour l'instant on est vraiment très petit, on a une toute petite production, donc voilà, on écoule juste comme ça pour l'instant, mais on aimerait bien aller un peu plus vers la collectivité. On avait un peu ça en tête, d'essayer de contacter les écoles du coin pour certains produits en tout cas. C'est pour des raisons commerciales, parce que c'est intéressant sur une production en semi-gros d'avoir des clients comme ça, mais pour moi ça a du sens aussi de produire des aliments sains pour les enfants. Ce que j'entends par sain, c'est essentiellement des aliments qui ont été cultivés sans pesticides. C'est vraiment ça moi que j'ai derrière la tête. Et le problème avec les enfants, c'est le problème des perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir des conséquences, même consommés en très petite quantité, à partir du moment où ils sont dans le ventre de leur mère jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc c'est vraiment ça le problème des aliments conventionnels. Et c'est pour ça que si on devait choisir qui mange des aliments bio, on devrait privilégier les enfants. Donc c'est ça que j'entends par sain. Imperceptibles et insidieux, les perturbateurs endocriniens constituent une vraie menace pour notre santé. Ces molécules chimiques sont présentes dans de nombreux produits de notre quotidien, à commencer par notre alimentation. Les perturbateurs endocriniens, c'est des molécules qui agissent un peu à la manière des hormones et qui du coup vont aller perturber le fonctionnement hormonal. Et qui agissent tout comme les hormones, qui n'ont pas besoin d'être en grosse quantité pour provoquer leurs effets. Il suffit de petites quantités, mais de manière régulière, pour avoir des effets. Et donc là, ça va être ce qu'on retrouve sur des pubertés précoces, des maladies chroniques type diabète, choses comme ça, dont sont responsables en partie les perturbateurs endocriniens. Mais des perturbateurs endocriniens, il n'y en a pas que dans l'alimentation, il y en a dans tout notre environnement, il y en a dans l'eau, il y en a... mais déjà, si on peut limiter les apports de l'alimentation, c'est déjà une première chose. En 2014, plus de 1200 médecins français ont signé un appel à destination des pouvoirs publics pour mettre en garde sur la dangerosité de l'usage des pesticides pour la santé. Lancé sur Internet par un groupe de médecins limousins, Lénaïque est signataire de cet appel. Pour moi, en tant que médecin et en tant que citoyenne, effectivement, ça me paraît tellement fou d'utiliser des produits qu'on sait toxiques et de les mettre en libre circulation, je dirais, sur les aliments conventionnels, que ça me paraissait évident de signer cette pétition. On s'entend souvent reprocher que ce problème c'est un problème d'écolos qui n'ont rien compris à la réalité du monde agricole, etc. Et donc oui, ça me paraissait important
de dire que bah non, c'est pas ça, mais que c'est réellement un problème et que ça concerne d'abord, que ça concerne en premier lieu les agriculteurs. Le lien qui est vraiment en train d'être mis en évidence, c'est entre certains pesticides et des maladies, notamment des cancers, essentiellement des cancers du sang, type myélome, maladie de Hodgkin, leucémie, et puis cancer de la prostate, et puis des maladies neurodégénératives type Parkinson ou maladie d'Alzheimer. Ça, c'est ressorti dans une expertise de l'INSERM en 2013. Donc il y a vraiment un lien qui est de plus en plus mis en évidence de façon certaine. Voilà. Pour moi, on ne peut pas parler de produits locaux et de santé sans parler de produits bio. Si l'agriculteur traite sa production avec des pesticides, ce ne sera pas plus sain, à mon sens, que d'acheter des produits du supermarché. Les consommateurs s'intéressent de plus en plus à ce qu'ils mangent, et pas seulement pour l'aspect sanitaire, mais aussi pour l'aspect environnemental et social. Consommer est un acte politique, parce que c'est un choix. Les citoyens peuvent faire le choix d'acheter, et donc de soutenir et d'encourager un type de production donné. Solène a fait des études d'agronomie et une thèse sur l'agriculture biologique. Et son choix à elle est un choix politique. Pour moi, acheter des produits locaux, c'est avant tout ne pas acheter des produits de l'agriculture industrielle. C'est pas tellement, il y a un côté comme ça qui est pas tellement un choix pour quelque chose, mais aussi un choix contre quelque chose. Et ne pas acheter des produits d'un système où tout est produit de façon industrielle, sans aucun respect de la matière vivante, de la matière animale, des animaux, où tout est considéré comme une marchandise, comme un objet. Pour moi, ça c'est important, de me dire, mais non, c'est pas ce choix-là que je fais. Le choix que je fais, c'est que la nourriture, c'est quelque chose de sacré. Depuis des lustres voilà, l'homme, il s'est toujours nourri en produisant son alimentation et en faisant gaffe à ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, on est parti dans un système complètement opposé, quoi, qui a énormément de conséquences d'un point de vue climatique, réchauffement climatique. Le système agro-industriel, il produit quasiment 50% des émissions de gaz à effet de serre pour tout un tas de raisons. Les questions de transport, les questions de tous les aliments qu'on jette. Il y a un côté où dans un cas, on est dans une logique de ça a du sens ce que je fais et ce que je mange. Je connais les gens qui produisent, je sais que ça leur permet de vivre de leur métier dans des conditions dignes. Et dans l'autre cas, c'est tout l'inverse, c'est une espèce de non-sens. Ce que je mange, je pourrais le jeter, c'est pareil. Et ça, pour moi, c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir en fait en tant que citoyen, parce que tout est tellement mondialisé, on a tellement peu de pouvoir sur les choses. Finalement, ce qu'on mange, c'est une des choses sur lesquelles c'est pas si difficile que ça de reprendre la main, et de se dire tiens, mes pommes, je vais les acheter chez lui parce qu'il est pas loin de chez moi et qu'en plus ça lui permet de vivre au pays, comme on dit, de se maintenir. Et quand on voit en ce moment, on en parle beaucoup, de la crise de l'élevage, la crise du monde paysan et tout ça, et des espèces de plans de licenciement de l'agriculture familiale en France, en Europe et dans le monde de toute façon. Mais au fond, c'est notre choix à nous. Moi, ça me préoccupe beaucoup de me dire qu'aujourd'hui, quand je me balade en voiture avec mes filles et qu'elles sont « Ah maman, il y a une vache, un mouton » et qu'elles sont tellement contentes de voir qu'il y a des animaux dans les champs, me dire « Mais c'est ma responsabilité que demain, il y en ait encore, quoi. » Et si je fais pas gaffe à ce que j'achète quand je fais mes courses, ça va aller très vite que ça soit les États-Unis qui soient spécialisés dans la production de viande, la Chine dans la production d'œufs, et que demain, les campagnes, il y aura plus de paysans, plus d'animaux, et je trouve ça super triste, quoi. Aujourd'hui, quand on est en lien direct avec un producteur et qu'il n'y a pas l'intermédiaire qui prend sa marge, on a aussi une chance de ne pas forcément payer plus cher les produits, quoi. En supermarché, le supermarché, il fait sa marge, quoi. Donc, et il va la faire d'autant plus sur les produits de qualité, labellisés et tout ça, j'en suis convaincue. L'agriculture paysanne, elle a besoin de politiques publiques ou en tout cas d'engagement d'acteurs publics pour être soutenue et
Une super initiative du Conseil régional, là. Alors après, je n'ai pas été regarder dans le détail, mais ne serait-ce qu'un fruit au goûter pour les enfants à l'école. Moi, je trouve ça génial. Enfin, et si en plus ce fruit, c'est un producteur local qui le fait, ben, là, c'est bingo, quoi. Enfin, super. L'approvisionnement alimentaire des Français a été basé sur les circuits courts jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale. Progressivement, ils ont disparu avec le développement industriel des 30 Glorieuses, avec notamment la séparation des acteurs de production, de la transformation et de la commercialisation. Plus grave, le lien entre la population et ses agriculteurs s'est rompu. Quant à la confiance des citoyens dans le contenu de leur assiette, elle est aujourd'hui bien entamée. Parce que l'alimentation redevient aujourd'hui un enjeu de santé publique, on assiste à une relocalisation de la production alimentaire. Pour 2017, le gouvernement français a fixé un objectif d'approvisionnement à hauteur de 40% dans la restauration collective par des produits de proximité et 20% en produits issus de l'agriculture biologique.